problème de traduction sur non, mais c'est important de savoir prononcer. C'est même capital. Si vous ne comprenez pas les mots, c'est pas la peine de parler. Pour autant, si on peut passer donc effectivement à cette période qui fait l'objet d'un mythe en Occident, qui est l'Andalousie médiévale. On nous présente ça comme une version idyllique du dialogue islamo-chrétien. Est-ce que c'était réellement le cas? C'est quelque chose que, je pense, on peut développer. Déjà, on saute d'Abraham jusqu'à l'Andalousie. Il n'y a pas des questions intermédiaires? Et je ne vous cache pas qu'on va jusqu'à quasi nos jours, donc il faut... Je vais vous dire. L'Andalousie, certains la présentent comme une version idyllique du dialogue des religions et de la fraternité des monothéistes et des monothéistes, et d'autres aujourd'hui, dans un souci sans doute de subversion politique, on va revoir nos classiques et on va les réviser, faire du révisionnisme de bonne loi, surtout quand c'est dans des académies, dans des livres. Et on vous dit c'est la version édulcorée du dialogue entre livres, édulcorée. C'est-à-dire que finalement, pour qu'il y ait un dialogue, selon la deuxième tendance, la deuxième version, la deuxième école que moi j'appellerais un peu révisionniste, c'est qu'il faut se dépouiller de ses croyances et venir uniquement avec une fleur à la main. Et là on peut dialoguer, chacun apporte sa quote-part de douceur et gentillesse, et on va dialoguer. Donc évidemment, dans ces conditions, l'Andalousie n'a jamais existé, sous cette optique-là. Ouais. L'Andalousie a existé, en effet, et c'est même, je dirais, une exception dans l'histoire de l'humanité, pas seulement de l'histoire, mais de l'humanité. Durant 7 siècles, il y a eu des juifs, des chrétiens, des musulmans et des agnostiques, des athées, toutes sortes de religions, ou pas de religion d'ailleurs du tout, qui ont vécu sur une terre, en effet, conquise par les musulmans, mais de nouveau reconquise plus tard par ses premiers propriétaires, c'est tout à fait normal. Mais néanmoins, pendant 7 siècles, on parle de siècles, on ne parle pas de quelques semaines. La laïcité, à un siècle d'existence, déjà, elle a subi 40 religions. 40 religions. Pendant 7 siècles, musulmans, chrétiens, juifs, chacun dans sa position, évidemment, avec le présupposé, en effet, je suis d'accord, que l'islam était on va dire qu'il était incarné la gouvernance à ce moment-là, et donc si les autres acceptaient la situation, les choses passaient bien. 7 siècles, et de grandes réalisations étaient faites. Pas tout, évidemment, et ils n'ont pas recréé la planète, ils n'ont pas recréé l'humanité tout entière. Il y a évidemment des faiblesses et des imperfections, mais néanmoins, je trouve que, grosso modo, si nous arrivions aujourd'hui en France, au moins pendant l'année qui vient, jusqu'au 13 mai 2012, à vivre sur le modèle de l'Andalousie antique, nous aurons réussi une grande partie de notre humanité. Alors, Monsieur Braque, je me tourne peut-être un peu vers vous, mais ce que j'avais lu, c'était que finalement il y avait des communautés qui, de fait, vivaient ensemble sur le même territoire, mais qu'elles vivaient dans une coexistence finalement relativement séparée, où chacun était un peu sous sa communauté. Est-ce qu'il y avait des dialogues, notamment entre philosophes ou théologiens des 3 confessions, ou est-ce que c'était juste une coexistence pacifique? J'ai malheureusement beaucoup à dire sur ces sujets, et je crois qu'il va falloir que vous m'interrompiez. Monsieur Chebel a supposé que le rêve andalou avait été une réalité. Alors, moi, je me permettrai d'apporter quelques nuances à cette idée, mais je voudrais déjà faire remarquer que vous demandez pourquoi nous avons besoin de ce rêve. Je dirais, et là je sais que je parle à Sciences Po, eh bien je dirais que le rêve d'un paradis terrestre devient peut-être indispensable à partir du moment où on cesse de croire à un paradis céleste, d'une part, et d'autre part que les paradis terrestres contemporains, à savoir l'URSS, la Chine de Mao, Cuba et autres, en ont quand même pris un sale coup depuis quelques années. Il est difficile de penser que le paradis terrestre soit maintenant contemporain. Alors, il faut trouver un endroit où on va pouvoir le loger sans trop de danger. Le passé, c'est l'endroit idéal parce que personne ne peut aller vérifier. Alors, où le situer? Bon, Alexandrie, il y a maintenant
à peu près plus d'Italiens, de Grecs et de Juifs à Alexandrie, c'est une ville entièrement musulmane, ou quasiment entièrement. C'est plus la ville de Lorenz de Rennes. La Bosnie, bon, n'en parlons pas, peut-être mieux. L'Andalousie est suffisamment loin pour qu'on puisse raconter à peu près n'importe quoi. Moi, je dirais que c'était une société médiévale comme une autre, ni pire, ni meilleure. Et sur les 7 siècles en question, ça, on peut calculer donc de 711 à 1492, qui est la date de l'expulsion, de la fin du royaume nasride de Grenade, donc la fin de ce que l'on appelle la reconquête, qui a fait plutôt une conquête, une reconquête, enfin bon, peu importe. Ces 7 siècles, je crois qu'il faut en rabattre pas mal. Ne serait-ce par exemple que si l'on regarde les exemples des noms qui m'ont été donnés dans ces questions, que je trouve tout à fait d'ailleurs bien faites. Alors Cordoue et ses figures mythiques, de quoi Maïmonide, Averroès, etc. Donc, Maïmonide a quand même été chassé de Cordoue en 1148 avec sa famille, lorsque les Almohades ont placé les Juifs et les chrétiens devant le choix entre la valise et le cercueil. Il est allé, il a fini sa vie en Égypte, où c'était plus cool, disons. Bon. Averroès, bon, il a eu des ennuis. Là, je pense lui que c'est un collègue, si vous voulez, un collègue philosophe. Il a eu des ennuis, bon, on ne lui a pas cherché trop de coups dans la tête. Il a été mis en résidence surveillée. Est-ce que c'était parce qu'il était philosophe? Est-ce que c'était plutôt, comme je le crois volontiers, parce qu'il s'était mis du mauvais côté au moment d'un remaniement politique, d'une révolution de palais? Ça, je le crois plus volontiers. En tout cas, bon, Cordoue, c'est un peu embêtant. Et puis, ma deuxième remarque, je vais m'arrêter sur cette remarque, mais elle a quand même une certaine dimension, c'est ne parlons plus, je vous en prie, j'apprécie que Malek Chevel n'ait pas employé ce mot, de civilisation tolérante. La tolérance, c'est une vertu des individus, une vertu des personnes. Il n'y a pas de civilisation tolérante ou intolérante. Il y a des civilisations qui sont en face de problèmes tout à fait concrets et qu'elles doivent traiter d'une manière plus ou moins habile, plus ou moins astucieuse. Je crois qu'il faut voir les choses, si vous voulez, dans l'optique problème-solution. Quel était le problème en 711, lorsque les Arabes, et en fait les Berbères, une bonne quantité de tribus berbères avec les quelques tribus arabes venues d'Arabie proprement dit, parce que ces gens-là sont entrés en Espagne, bon, ben, ils ont trouvé des gens qui étaient là et qui bon, étaient déjà assez variés. Il y avait des chrétiens un peu toutes les couleurs, il y avait des juifs. Bon. Ils représentaient à peu près bon, un très faible groupe. Les envahisseurs représentaient une très faible partie de la population. Même chose d'ailleurs pour l'Égypte, pour le Moyen-Orient. Alors le problème était le suivant: comment assurer donc la gouvernance, le mot a été dit, hein, comment avoir le pouvoir politique lorsque l'on représente, je ne sais pas, mettons 5% de la population. Bon, la réponse, ben, ça a été d'avoir une religion suffisamment solide, si je puis dire, hein, comme principe d'identité, pour pouvoir ne pas se diluer dans le reste des populations. Et puis bon, le reste des populations, qu'est-ce qu'ils allaient en faire? Est-ce qu'ils allaient les massacrer? Mais quelle idée imbécile! Ben, d'abord, c'est une idée imbécile parce que c'est méchant. Enfin, ces gens-là n'étaient pas des sauvages. Bon. Et puis ensuite, c'est idiot économiquement parlant, parce qu'ils vivaient de leur travail. La classe dominante, comme dans tous les pays peut-être jusqu'à nos jours, bon, vivait du travail des dominés. Donc il a fallu trouver un système permettant que la société telle qu'elle était, en Andalousie ou ailleurs, continue à tourner, si vous voulez, suffisamment bien lubrifiée, de manière à pouvoir payer l'impôt, de manière à pouvoir assurer l'existence de la classe dominante. Alors, ce qu'on appelle tolérance, ben, c'est simplement la réponse très astucieuse et très humaine qui a été portée à ce problème très concret. À savoir, ben, si j'ose dire, créer une nasse
Vous savez ce que c'est qu'une nasse? Les gens qui aiment la pêche à la ligne, non pas la pêche à la ligne, mais la pêche à la bouteille, en l'occurrence, savent ce que c'est. Une nasse, c'est un système dans lequel on peut entrer, mais on ne peut pas sortir. Voilà les règles qui ont été imposées aux juifs et aux chrétiens étaient comme ça. Vous pouvez entrer dans l'islam, une fois que vous êtes entré, vous pouvez plus ressortir. Ben voilà. Comme en plus il y avait une pression assez douce, il ne faut pas s'imaginer le cimetière brandi à toute occasion. Il y avait un système assez doux qui consistait à faire payer plus d'impôts aux juifs et aux chrétiens, aux musulmans. Bon, ben, il s'est passé la même chose dans ces pays-là que bien plus tard, par exemple, dans l'Angleterre d'Élisabeth Ier, qui a appliqué exactement le système à ses sujets catholiques. Bon, ben, au bout de quelques générations, les catholiques étaient en forte minorité. Donc la tolérance n'est pas l'attitude que l'on a envers une minorité. Je crois que c'est très important. C'est le problème, c'est une solution très habile, très astucieuse et très humaine, posée par le problème de l'existence d'une majorité que l'on contrôle. Et je crois qu'on peut dire ça de l'Andalousie, comme de l'Irak, comme de l'Égypte, comme de l'Iran et du reste. En fait, je crois qu'il y a eu d'ailleurs des personnalités comme Saint Jean d'Amasène dont la famille, me semble-t-il, a été fonctionnaire pendant des générations de l'administration musulmane, sans que ça pose un problème fondamental. Les Omeyyades n'étaient pas des idiots, ils ont utilisé les compétences. Ils venaient d'Arabie, donc d'une situation, si vous voulez, sociale et politique, quand même assez rudimentaire. On ne sait pas grand-chose, pas assez rudimentaire par rapport à la manière dont l'Empire byzantin était gouverné. Il y avait des fonctionnaires sur place, ils ont maintenu en place, jusqu'au moment où ils sont devenus suffisamment grands, si je puis dire, pour pouvoir marcher tout seuls. Et Jean Damascène, donc, qui est l'un des plus anciens témoignages, non pas sur l'islam, car il ne nomme jamais, il ne dit jamais l'islam, il dit les Ismaéliens. Ça n'a rien à voir avec les Ismaéliens, la Cannes et ces gens-là, c'est une manière de désigner les Arabes considérés dans le vocabulaire biblique comme les descendants d'Ismaël, le fils d'Abraham. Ce sont des phénomènes extrêmement concrets. Je ne suis pas un historien moi-même, je crois qu'il faudrait vraiment un historien pur et dur, un vrai, pour traiter cette question, et pas, distribuer des prix de tolérance ou des bonnes et d'âme d'intolérance. Alors moi j'avais une question. Alors la philosophie théologique chrétienne médiévale fait souvent référence aux penseurs arabo-musulmans, à l'Ouest par exemple, pour s'y confronter ou s'y opposer. Alors il y avait toute une réciprocité dans le monde musulman, avec des penseurs faisant référence à des théologiens et philosophes chrétiens, donc sans la médiation aristo-théolicienne. Je vais vous répondre à cette question, et évidemment je vais revenir à l'intervention de Rémi Pral parce que... Comment ça fait le fonctionnement? Pour répondre à votre question, mademoiselle, je pense que j'ai sorti de ma bibliothèque aujourd'hui même un livre que j'aime beaucoup, que je lis de temps en temps par Thibault, c'est le Dialogue d'Abraham de Tibériade avec Abdelrahman al-Hashimi à Jérusalem vers 820. Et il parle de philosophie, c'est de grands philosophes, de grands penseurs, libres penseurs même, chacun parlant évidemment de son point de vue, et il n'évoque jamais Aristote. Il n'évoque jamais Aristote, c'est un siècle et demi avant l'Ouest. Donc, il y a une philosophie